Voici le dernier moment de Jean Seberg. Avant de mourir, la star du cinéma franco-américain semblait hurler un dernier appel au secours, étouffé par des années de harcèlement, de scandales et de tourments intérieurs. La nuit du 30 août 1979, Paris s'éveillait avec une nouvelle glaçante. La muse de À bout de souffle venait d'être retrouvée morte dans sa voiture, dans un parking du 6A, arrondissement. Une overdose, dit-on? Mais était-ce vraiment un suicide? Ou l'ultime acte d'un destin brisé par les feux de la célébrité? Jean Seberg n'était pas seulement une actrice. Elle était une icône d'un cinéma libre, moderne, celui de la nouvelle vague. Derrière son sourire et sa frange blonde, il y avait une femme qui avait défié Hollywood, conquis Paris et osé mêler engagement politique et vie personnelle. Mais ce courage avait un prix. À 40 ans, elle vivait dans une spirale de solitude, trahie par ses amours, détruite par la presse, traquée par le FBI pour ses liens avec les Black Panthers. Les journaux américains avaient transformé sa vie privée en enfer, publiant de fausses rumeurs sur la paternité de son enfant, un scandale qui l'avait brisé à jamais. Sa carrière, autrefois auréolée de succès avec Sainte Joanne ou Bonjour Tristesse, s'était effritée. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, hantée par la peur de tomber dans l'oubli. Elle avait souvent menacé de se jeter par la fenêtre de son appartement parisien. Des proches racontent que ces derniers jours étaient marqués par l'angoisse et des nuits blanches, le regard perdu dans le vide comme si elle sentait sa fin approcher. Le destin de Jean Seberg n'est pas seulement une tragédie hollywoodienne. C'est le récit d'une femme broyée par le système, par l'amour et par ses idéaux. Sa mort, entourée de mystères, continue de fasciner et de faire naître des théories. Certains pensent qu'elle a été réduite au silence. D'autres croient que la douleur avait enfin eu raison de son âme fragile. Jean Seberg naît en 1938 dans une petite ville de l'Iowa, loin de l'éclat du cinéma. Rien ne la prédestinait à devenir une icône internationale. Et pourtant, à seulement 17 ans, un coup de téléphone de Hollywood change sa vie. Otto Preminger l'a choisi parmi 18 candidates pour incarner Jeanne d'Arc dans Saint-Joanne. Le rêve semblait commencer. Mais la presse américaine, cruelle, déchire sa prestation. Une catastrophe, titrent les journaux. Le public, lui, ne voit pas encore la jeune fille au regard franc qui deviendra le symbole d'une génération. Seberg tourne alors le dos à Hollywood et part en France, un choix qui va définir toute sa vie. Paris l'accueille comme une muse. Elle rencontre Jean-Luc Godard et devient l'héroïne de À bout de souffle, 1960, un film qui bouscule les codes du cinéma mondial et propulse Seberg au rang d'icône de la nouvelle vague. Avec son allure androgyne, sa voix douce et son regard mélancolique, elle incarne une modernité rare, l'image même de la liberté. Mais derrière la lumière des projecteurs, Jean Seberg cache déjà une profonde fragilité. Elle n'est pas taillée pour l'univers impitoyable du star system. Elle ne supporte pas les faux-semblants, les intrigues et les jugements incessants. Les journalistes américains ne lui pardonnent pas d'avoir quitté Hollywood pour Paris. Ils la traitent comme une étrangère, une déserteuse. Les années 60 et 70 sont des décennies d'agitation politique. Jean Seberg, révolté contre l'injustice, s'engage ouvertement dans la lutte pour les droits civiques et soutient le mouvement des Black Panthers. Cet engagement attire l'attention du FBI et de J. Edgar Hoover. Le programme Contel-Pro, conçu pour discréditer les figures publiques jugées dangereuses, vise alors Seberg. Le scandale le plus sordide éclate en 1970. Des agents fédéraux font fuiter une rumeur selon laquelle son enfant à naître ne serait pas celui de son mari Romain Gary, mais celui d'un militant noir. Cette calomnie publique brise la jeune femme. Jean perd l'enfant peu après, et dans un geste déchirant, elle expose le corps de son bébé dans un cercueil en verre pour prouver son innocence aux yeux du monde. C'est une scène qui hante encore ceux qui l'ont connue. Une actrice, fragile, contrainte de montrer son deuil comme une preuve de vérité. À partir de là, tout bascule. Ses films n'ont plus le même succès, son couple avec Romain Gary s'effrite. Seberg sombre dans la dépression, incapable de se remettre des attaques médiatiques. Elle tente de continuer sa carrière en Europe, mais son regard ne brille plus comme avant. Elle reste belle, mais ses yeux trahissent la fatigue et les cicatrices invisibles de son âme. Paris devient son refuge et sa prison. C'est la ville où elle a connu la gloire, mais aussi l'endroit où ses démons se réveillent chaque nuit. Ceux qui l'ont côtoyée racontent une femme douce mais imprévisible,
tour à tour pleine d'énergie puis prostrée dans un silence glacé. Elle parle souvent de la mort, comme si elle l'attendait au détour d'une rue. Le thème central de sa vie et donc de notre récit est là, une étoile brillante, broyée entre deux mondes, Hollywood et Paris, la lumière et l'ombre, et un combat permanent contre l'injustice et la cruauté d'un système prêt à détruire ce qu'il a lui-même créé. Jean Seberg est le portrait d'une époque, les illusions de la célébrité, la manipulation des médias et le prix terrible à payer lorsqu'on ose être libre et vrai. Tout commence par un éclat, une lumière éblouissante. Jean Seberg, avec son sourire timide et ses yeux clairs, devient le visage de la nouvelle vague française. À bout de souffle, avec Jean-Paul Belmondo, n'est pas seulement un succès, c'est une révolution esthétique. Le film bouleverse le cinéma mondial, et Jean devient instantanément l'incarnation d'une jeunesse moderne, libre, insolente. Dans les rues de Paris, on imite sa coupe courte, son style garçonne, sa manière de fumer une cigarette comme un défi silencieux. Mais au sommet, l'air est rare et cruel. Derrière les flashs et les applaudissements, Jean Seberg vit déjà ses premières blessures. Otto Preminger, son découvreur, est un réalisateur tyrannique qui la terrorise sur les plateaux. Lors du tournage de Saint-Johann, elle est humiliée publiquement, parfois réduite aux larmes. Ce traumatisme la suivra toujours, comme une voix intérieure lui répétant qu'elle n'est pas assez bonne. Le scandale du FBI marque un tournant tragique. À partir de 1969, les agents du programme Contel-Pro commencent une campagne de diffamation contre elle. Pourquoi ? Parce qu'elle soutient les Black Panthers, un mouvement jugé subversif par les autorités américaines. Hoover veut la faire taire, la réduire au silence. Et il y parvient. Des rumeurs sordides sur sa vie intime sont publiées dans la presse américaine. Le coup le plus brutal survient alors qu'elle est enceinte. Les journaux insinuent que le père de l'enfant est un militant noir. Insinuation destinée à la ridiculiser aux yeux de l'Amérique raciste de l'époque. Ces attaques provoquent chez elle une profonde détresse. Elle fait une fausse couche, perdant une petite fille qu'elle adorait déjà. Sa riposte déchirante restera gravée dans les mémoires. Elle organise des funérailles publiques pour montrer le corps de l'enfant dans un cercueil transparent, prouvant la fausseté des rumeurs. Cette image d'une mère en larmes, exhibant la vérité au monde, reste l'une des plus sombres et poignantes de sa vie. Romain Gary, écrivain célèbre et mari de Jean, tente de la soutenir, mais il est lui-même dévasté par cette tragédie. Leur relation s'effrite, minée par la douleur et la pression médiatique. Jean s'accroche au cinéma européen, tournant dans des films italiens, français et espagnols. Mais le succès n'est plus là. Son visage est toujours aussi photogénique, mais ses yeux semblent vides, comme si une partie de son âme s'était éteinte. Au début des années 70, Jean Seberg vit à Paris dans un appartement de l'avenue de Montaigne. Les voisins racontent une femme discrète, parfois souriante, parfois complètement repliée sur elle-même. Elle abuse des calmants, mélange alcool et médicaments pour trouver un semblant de paix. Plusieurs fois, elle menace de sauter par la fenêtre. Ses amis, impuissants, savent qu'elle se perd peu à peu. L'événement initial qui précipite sa chute survient l'été 1979. Jean est vu pour la dernière fois dans un état de grande nervosité, parlant de fuir et de tout arrêter. On la retrouve morte quelques jours plus tard. Le 30 août, dans sa voiture, une Renault 5 garée près de l'avenue de l'Observatoire. Le rapport officiel parle d'une overdose de barbiturique et d'alcool. Mais le mystère reste entier. Certains proches affirment qu'elle avait peur, qu'elle se sentait surveillée et harcelée jusqu'au bout. Sa mort choque Paris et Hollywood. Romain Gary, anéanti, déclare dans une interview « Elle n'est pas morte d'une overdose, mais de chagrin et de diffamation. » Ce mot, diffamation, résume tout. Jean Seberg, une actrice lumineuse, a été détruite par un système médiatique sans pitié, par des manipulations politiques et par une solitude immense. Le point culminant de sa vie, ce n'est pas un film ou un tapis rouge. C'est ce moment où elle devient l'exemple parfait de la cruauté des rumeurs. Le monde retient d'elle une silhouette élégante, un regard triste, et ce destin brisé qui, des décennies plus tard, continue de résonner comme une légende maudite. La mort de Jean Seberg marque aussi la fin d'une époque, celle d'un cinéma audacieux, poétique, où l'actrice américaine avait trouvé une liberté qu'Hollywood ne lui offrait pas. Elle laisse derrière elle une poignée de films cultes, une histoire d'amour légendaire avec Romain Gary et une tragédie qui hante encore les passionnés de cinéma. Après la découverte de son corps dans cette Renault 5, garée sur une avenue paisible de Paris,
La France et les États-Unis se figent dans un silence lourd. Jean Seberg, 40 ans, morte seule, avec une lettre d'adieu à son compagnon Sergio Pastor, un cinéaste italien méconnu, où elle écrit simplement « Je ne peux plus supporter cette douleur. Pardonne-moi. » Mais cette lettre n'apaise rien. Au contraire, elle ravive toutes les questions et les soupçons. Très vite, les médias se déchaînent. La version officielle parle d'un suicide par overdose de barbiturique et d'alcool, mais de nombreux proches doutent. Romain Gary, son ancien mari, est l'un des premiers à crier à l'injustice. Jean a été assassiné par les rumeurs. C'est la presse et le FBI qui l'ont tué. En coulisses, des révélations terrifiantes refont surface. Le FBI, dans un rapport rendu public des années plus tard, avoue avoir mené une véritable campagne de harcèlement psychologique contre Jean Seberg. La presse américaine, instrumentalisée, l'avait transformé en cible. Pendant des années, des agents suivaient ses moindres déplacements, surveillaient ses communications et surtout alimentaient la presse à scandale de fausses informations sur sa vie privée. Leur objectif, la discréditer et faire d'elle une actrice instable, incapable de continuer à travailler. Les confidences de ses amis dressent le portrait d'une femme traumatisée. Elle se sentait traquée, raconte son ami et acteur Clint Eastwood dans une interview rare. Elle croyait que chaque coup de fil était écouté. Elle vivait dans une peur constante. Son entourage décrit une femme à fleur de peau, oscillant entre éclats de rire et crises de larmes. Le scandale de la paternité de son enfant, orchestré par le FBI, reste la blessure la plus profonde de sa vie. Après la mort de sa fille prématurée, elle n'a jamais retrouvé son équilibre. Chaque interview qu'elle donnait portait encore la trace de ce drame. Un sourire forcé, une hésitation dans la voix. La vérité, c'est qu'elle n'était plus jamais sortie de cette tempête, le jour de sa mort. Certains témoins affirment avoir vu une femme différente, fatiguée, les yeux cernés, presque absente. Mais une autre rumeur court, celle d'un appel téléphonique menaçant reçu quelques heures avant sa disparition. Les archives ne confirment rien, mais les doutes persistent. Les réactions du public sont partagées. À Paris, des fans se rassemblent devant le cinéma où, à bout de souffle et projeté en hommage, déposant des fleurs et des photos. En Amérique, la presse qui l'avait autrefois détruite tente de la réhabiliter, parlant de la muse maudite de la nouvelle vague. Mais pour beaucoup, il est trop tard. Des années après, des documentaires et des livres dévoilent les coulisses sombres de cette histoire. On découvre les fiches du FBI, les fausses rumeurs volontairement semées et la violence des campagnes de diffamation. C'est comme si Jean Seberg était devenu le symbole de ce que le pouvoir peut faire à une personne fragile mais courageuse. Un témoignage poignant vient de son fils, Diego Gary, le fils qu'elle a eu avec Romain Gary. Il dira plus tard « Ma mère était une femme douce, très sensible. Elle n'a jamais su se protéger. Le monde l'a détruite. » Ces mots résonnent comme une vérité crue, un constat implacable sur la fragilité des âmes trop pures pour survivre aux mensonges médiatiques. Jean Seberg est morte, mais son image continue d'obséder. Chaque fois que l'on revoit, à bout de souffle, on ne voit plus seulement Patricia, la jeune américaine libre et insolente, mais aussi une femme prisonnière d'un monde qui l'a broyée. Les critiques de l'époque soulignent l'ironie tragique. Celle qui incarnait la liberté absolue à l'écran était en réalité enfermée dans un tourbillon d'angoisse et de peur. Sa vie est devenue une légende noire, un conte cruel sur la célébrité, la politique et la solitude. Les années passent, mais les théories autour de sa mort persistent. Suicide ou meurtre. Certains affirment qu'elle possédait des informations compromettantes sur des figures politiques. D'autres croient simplement que Jean avait cessé de se battre. Le mystère, au fond, fait partie de son mythe. Jean Seberg n'est pas seulement une actrice de cinéma. Elle est devenue, malgré elle, un mythe. Elle incarne à la fois la beauté fragile et la force de caractère, la liberté et la tragédie. Notre opinion est que son histoire dépasse largement le cadre d'un destin personnel. Elle est un miroir des abus de pouvoir, de la cruauté des médias et de la solitude que la célébrité impose à ceux qui n'en maîtrisent pas les codes. Si l'on regarde sa carrière, tout semble d'abord être une ascension fulgurante. De la petite ville de l'Iowa au sommet de la nouvelle vague française, elle a séduit des générations de spectateurs. Sa Patricia dans À bout de souffle est restée un modèle de modernité, une figure d'émancipation. Mais derrière cette icône se cachait une femme qui ne savait pas jouer le jeu d'Hollywood, ni celui des puissances politiques qui l'ont prise pour cible.
La chaîne considère que Jean Seberg a payé le prix d'un courage rare. Peu d'actrices de son époque auraient osé s'afficher aux côtés des Black Panthers, défendre des causes que l'Amérique blanche de l'époque rejetait. Elle n'était pas seulement une star. Elle voulait être utile, porter une voix différente. Ce geste, noble et sincère, l'a rendue vulnérable à des attaques d'une violence inimaginable. Il est facile aujourd'hui de glorifier sa mémoire, mais il faut aussi reconnaître que Jean Seberg a été victime d'un système qui ne pardonne ni l'indépendance ni l'humanité. Sa mort n'est pas qu'un simple fait divers. C'est le résultat d'années d'acharnement et de diffamation. Et c'est là que réside le scandale. Une actrice admirée par des millions de personnes a été abandonnée, humiliée et poussée au bord du gouffre. Pour nous, Jean Seberg représente aussi une leçon, celle du prix de la vérité et du courage. Derrière le glamour, il y a des cicatrices invisibles. Derrière les sourires, des larmes. Ce qui rend son histoire si émouvante, c'est qu'elle a vécu et souffert sans jamais trahir ses convictions. Qu'en pensez-vous? Jean Seberg était-elle une héroïne brisée par un système trop cruel, ou simplement une âme trop sensible pour supporter la célébrité? Pensez-vous que sa mort aurait pu être évitée? Nous aimerions entendre votre opinion, vos souvenirs. Et ce que son cinéma évoque encore pour vous? Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Celle de Jean Seberg et de celle qui laisse une trace indélébile, comme une cicatrice lumineuse sur la mémoire du cinéma. On se souvient d'elle dans À bout de souffle, courant dans les rues de Paris, cheveux courts, t-shirt blanc, cette allure à la fois innocente et rebelle qui a changé pour toujours l'image de la femme au cinéma. Aujourd'hui encore, il suffit de revoir une scène d'elle, ce sourire presque timide, ce regard à la fois doux et mélancolique, pour sentir tout ce qu'elle portait en elle. La passion, la douleur, la fragilité. Jean Seberg n'était pas une simple actrice. Elle était une âme à nu, une artiste qui vibrait avec chaque instant, mais qui a payé le prix fort de sa sensibilité. Paris reste marqué par son souvenir. Les boulevards qu'elle a arpentés semblent encore résonner de ses pas. Ses films, notamment ceux de la Nouvelle Vague, sont devenus des symboles d'une époque révolue. Celle d'une liberté artistique brute, d'un cinéma qui respirait la vie, la spontanéité et le vrai. Si l'on ferme les yeux, on peut presque l'imaginer, assise à une terrasse du quartier latin, un café à la main, regardant les passants avec ce mélange de curiosité et de mélancolie qui la rendait unique. On comprend alors que Jean Seberg n'est jamais vraiment parti. Son héritage est là, dans la culture, dans les cœurs, dans chaque rêve de liberté que le cinéma continue d'inspirer. Il reste une douleur silencieuse, celle d'une étoile brisée trop tôt, mais aussi un souffle éternel. Celui de Patricia dans À bout de souffle, qui semble nous dire, d'une voix douce et inoubliable, « Vivez, aimez, car tout passe,